bienvenue autour de cette table ronde intitulée Plan national d'action sur le solaire thermique et maintenant comment massifier. Alors pour y répondre, nous avons ce matin 4 intervenants qui vont nous apporter leur vision, leur retour d'expérience et sur une situation, on va dire contrastée, voire ambivalente. D'un côté, une situation économique difficile pour l'industrie française et européenne sur un plan national d'action toujours non validé, hein, sur fond de crise politique, je ne vous apprends rien. On a eu certes le budget de la Sécu voté, mais on attend toujours le budget tout court, une absence de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc voilà pour le côté sombre, on va dire. Mais de l'autre, un côté lumineux pour la filière, des objectifs très ambitieux dans ce plan national qui n'attend plus que le tampon officiel de la PPE. Atteindre 6 TWh de chaleur solaire en 2030, 10 TWh en 2035. C'est 4 à 8 fois la production solaire d'aujourd'hui. Donc c'est un véritable changement d'échelle. Côté lumière encore, une dynamique enclenchée sur le segment du solaire collectif, une dynamique portée par l'insécurité sur l'approvisionnement en gaz à un prix correct et stable, par des contraintes environnementales réglementaires également qui poussent les utilisateurs de chaleur à investir. Et puis il y a toujours l'État, l'ADEME qui est là, pour soutenir financièrement, structurer le développement du solaire thermique. Et ça aussi, c'est rassurant. Donc il y aura 2 séquences ce matin sur cette table ronde. D'abord un tour de table rapide avec nos intervenants, puis nous ferons table ouverte pour une discussion avec vous, puisque vous pourrez envoyer vos questions en flashant le QR code qui s'affiche là-bas, derrière nous, là, vous voyez, avec la petite horloge. Vous flashez et ça m'arrive sur cette tablette qui est ici, donc je peux regarder les questions et les inclure dans notre discussion. Puis à la fin, nous aurons, si nous avons le temps, des questions avec un vrai micro à l'ancienne. Voilà, donc j'invite à me rejoindre sans plus tarder Thierry Desmarais, président de l'entreprise Sirius Solar, Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, Franck Villa, agriculteur et président de la société Serre Vermeil, et enfin Claire Barret de l'ADEME, que j'invite à venir à côté de moi. Claire, bonjour à vous 4 et merci d'être avec nous ce matin à Montpellier. Et c'est avec vous, donc Claire Barret, que nous commençons ce rapide tour de table. Vous êtes la référente solaire thermique de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, qu'on ne présente plus. Donc l'agence, quand même, un tout petit peu, l'ADEME est le relais opérationnel de l'État pour développer qualitativement les filières d'énergie renouvelable, mais aussi la sobriété énergétique, l'économie circulaire et la bonne gestion de nos déchets. Alors, l'ADEME a été la cheville ouvrière de ce plan national d'action du solaire thermique. D'où vient cette initiative? Et, bon, question un peu cash, les objectifs énoncés au départ sont-ils crédibles au vu de la situation difficile de la filière en France? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Le plan national solaire thermique, d'où il vient, donc vous l'avez dit, la PPE qui peut-être sera validée un jour, on l'espère, très prochainement. On nous l'a promis sous le sapin. Et donc cette PPE prévoit la réalisation d'une feuille de route pour le solaire thermique à l'image de ce qui s'est fait sur la géothermie. Et cette feuille de route, elle doit travailler sur les volets qui sont cités que vous voyez ci-dessous. Donc la compétitivité, améliorer la compétitivité des solutions solaires thermiques, les compétences. Aujourd'hui, on a des projets solaires thermiques qui ne se font pas faute de compétences, notamment dans l'individuel. L'image et la visibilité, aujourd'hui, tout le monde parle, d'ailleurs on le voit bien sur ce salon, quand vous vous baladez dans les allées, vous ne voyez pas de solaire thermique, vous voyez beaucoup de batteries. On en voit un tout petit peu quand même, on a vu il y a quelques stands, mais c'est vrai, je ne suis pas tombée dessus, mais je ne suis arrivée que ce matin. Voilà. Et puis un volet sur les drumcom également, parce que pour le solaire thermique, les drumcom sont vraiment une locomotive. Même si c'est évident en France métropolitaine, c'est complètement obligatoire dans les drumcom. Et donc il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on peut faire dans les drumcom et améliorer notre action dans les drumcom pour pouvoir
en faire un levier pour le solaire thermique globalement. Alors, est-ce que vous avez perdu votre... Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Non, j'entends plus. Vous entendez plus. Alors, est-ce que vous entendez? Vous avez fermé. Tac. Est-ce que là, vous Allô? entendez? Non. Non. Alors. Est-ce qu'on peut changer éventuellement l'appareil? Vous entendez pas? Non, j'entends pas. Mais alors après, vous pouvez continuer, on vous entend. Ouais. Voilà, mais par contre, effectivement, on va vous changer l'appareil. Pardon. Donc, pour établir cette feuille de route, on a commencé les travaux en décembre l'année dernière et on a mis autour de la table tous ces acteurs. Il vous faut quoi, le casque ou les deux? Ouais, là, normalement, c'est bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous entendez? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon? Attendez. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez ici l'ensemble des acteurs qui ont participé à l'élaboration de cette feuille de route. Donc, vous voyez que, bon, bien sûr, l'ADEME et la DGEC, et puis Enerplan, Richard Royen qui est parmi nous, mais aussi la Direction générale des entreprises. Donc c'est aussi c'était aussi important pour nous d'impliquer ces structures-là. Et après, on a des bureaux d'études, des fournisseurs de panneaux, on a des industriels, des fournisseurs d'énergie. Donc voilà, dire que derrière ce travail, il y a vraiment une vision collective et une envie, une dynamique pour avancer qui est vraiment très importante. Donc voilà, c'est important pour moi de montrer que c'est vraiment une démarche collective et c'est pas l'ADEME qui sort une feuille de route pour développer le solaire thermique. Ouais. Donc on a abouti sur... du coup, les objectifs à 2030 et 2035, vous m'avez demandé est-ce que c'est réalisable, pas réalisable. Vous voyez ici que, il faut remonter les bretelles et vraiment travailler. Donc vous avez en bleu tout ce qui est individuel et collectif, donc les petites installations en dessous de 1500 m², plutôt en toiture. Et en orange, les grandes installations sur réseau de chaleur ou industriels. Et vous voyez qu'en fait, les projets qui vont sortir d'ici 2030 en grandes installations, presque, ils mettent tellement de temps à sortir qu'on les a déjà, on les connaît déjà. Donc on sait que le potentiel de développement à 2030 est très faible. Donc on a vraiment besoin de s'appuyer sur les installations individuelles et collectives qui, elles, peuvent sortir en quelques mois. 2030, je précise, pour ceux qui ont du mal à voir, c'est la colonne où il y a marqué 4500, 1500. Donc c'est à peu près au milieu et à droite, on est en 2035. Exactement. Et par contre, après, on pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à développer les grands projets. À titre d'exemple, c'est ce que je mets dans le chiffre, dans la slide. Pour arriver aux objectifs 2030 sur les grandes installations, même si on est sur une petite part, il faut que tous les ans, on fasse plus 90%. Donc quasiment, il faut qu'on double tous les ans le nombre d'installations mises en service. Autant dire que pour le moment, le compte n'y est pas. Mais quand même, dans les projets qui sont déposés sur l'appel à projets grandes installations, on n'a rien sur l'industrie. Par contre, on voit s'amorcer quand même des choses sur les réseaux de chaleur, avec une volonté de mettre du solaire thermique sur les réseaux de chaleur, là où c'est pertinent. Ouais, ce que vous me disiez, en gros, c'est sur les réseaux de chaleur, on a quasiment doublé les projets. Alors, ça reste un nombre limité. Les réseaux de chaleur, donc plutôt en milieu urbain, sur les collectivités. Voilà, en gros, typiquement, je crois que c'est l'an dernier, on avait présenté l'exemple de Narbonne, qui est un grand réseau de chaleur qui est en Occitanie en plus, avec une chaufferie bois qui alimente un réseau de chaleur et le solaire thermique est venu compléter et augmenter le taux de renouvelable. Et ça va se développer. C'est exactement le cas de Narbonne. Et Narbonne, donc, en fait, l'installation, une fois réalisée, elle produit plus que ce qui, dès la première année, a produit plus que ce qui était prévu initialement. Donc, c'est vraiment des projets qui sont hyper pertinents et qui ont un retour sur investissement environnemental très pertinent. Donc, voilà, c'est vraiment ce genre de projet qu'on souhaite développer. Voilà. Et donc, on a abouti sur une feuille de route que je ne vais pas détailler, mais on a une slide derrière qui montre en tout cas que voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a quelque chose qui est assez étoffé. Mais c'est marqué en gros en attente de validation. Alors voilà. C'est pas une erreur de vous, Claire? Non, c'est pas une erreur malheureusement. Le travail est fait.
On attend une validation politique. Vous savez que le contexte politique actuellement est très compliqué, donc on attend la validation politique. On est comme la PPE, on attend la validation, notamment sur les aspects réglementaires où on a besoin vraiment d'avoir un portage politique. Par contre, pour des actions qui sont où les acteurs peuvent se prendre en main et agir déjà, on a déjà lancé plusieurs actions. Et On en parlera après, oui. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, merci Claire pour cette introduction. Donc si j'arrive à faire tourner ça, donc je me tourne vers vous, Thierry Desmarais. Vous êtes le président de l'entreprise Sirius Solar, un des quelques industriels français à fabriquer des systèmes solaires thermiques. Vous êtes donc dans les partenaires qui ont participé à construire ce plan national d'action. Oui. Vous êtes le local de l'étape, j'allais dire, puisque votre société est basée près de Montpellier. Vous l'avez créée en 2013. Et votre marché historique, c'est celui du chauffe-eau solaire en thermosiphon destiné au territoire d'outre-mer. Je sais pas. Ah oui, on m'entend. Oui, on vous entend. Donc c'est une activité, on va dire, qui a été percutée, on va dire, fin 2023 par la décision brutale de l'État de stopper les aides sur ce segment. Décision qui a évidemment provoqué une chute de vos ventes de chauffe-eau solaire. Voilà, on voit votre entreprise ici à côté de Montpellier. Racontez-nous comment vous êtes adapté et peut-être diversifié pour faire face à ce changement brutal. Alors, effectivement, donc Sirius est installé sur la métropole de Montpellier. On s'est essentiellement développé sur l'outre-mer pendant des années. Bon, il y a mon historique professionnel qui joue aussi beaucoup là-dessus. Et d'un autre côté, le marché du solaire thermique, depuis des années, est quand même beaucoup plus développé, enfin plus dynamique à l'outre-mer qu'en France métropolitaine. Effectivement, loi de finances 2024, suppression du jour au lendemain de la défiscalisation des chauffe-eau solaires à l'outre-mer, qui était un dispositif, qui, on savait un jour allait s'arrêter. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit coupé du jour au lendemain. Donc ça a été très, très brutal. Ça nous a mis en difficulté. Il a fallu passer par des licenciements, des restructurations, se reconstruire quelque part et nous obliger à nous diversifier. Effectivement, on s'est tourné vers le photovoltaïque, voilà, un petit peu comme tout le monde. Aujourd'hui, le photovoltaïque représente 50% de notre activité. Donc en 2 ans, on a réussi à ouvrir cette activité sur ces volumes-là. Mais ça reste quand même très, très difficile, d'autant que on diversifie vers le photovoltaïque à un moment donné où le photovoltaïque plonge. Donc bon, pas facile. D'un autre côté, c'est vrai que pour venir un peu sur le... Je ne sais pas si ça grésille là. Pour venir un peu sur le thème de massification du solaire thermique et du lancement de ce plan national, j'aurais tendance à dire d'abord qu'il faut une volonté politique. Ça grésille, c'est moi ou... Alors je pense que c'est effectivement le micro, moi je pense que c'est bon pour vous. Oui, bon, ça va. Ouais. Donc, avant tout, il faut une volonté politique. Et Claire disait juste avant, on attend une validation, effectivement, un feu vert, un top départ. On sent quand même globalement que le solaire thermique en France n'est pas dans les visions ou dans les scopes de ce qui peut se décider à Paris. Il y a quand même plusieurs signaux plutôt négatifs. Exemple, quand on veut industrialiser, donc lancer l'industrie verte, relancer l'industrie en s'orientant vers l'industrie verte en France. Il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour le photovoltaïque, l'éolien, les batteries, etc. Le solaire thermique n'est pas dedans. Ça, on va y revenir. Juste, je voulais finir sur votre entreprise pour qu'on comprenne d'où vous parlez. Donc là, il y a quelques images. On voit, donc on va appeler ça le solaire collectif. On n'est sur pas des immenses installations. On n'est pas sur les grands panneaux solaires dont parlait Claire sur les réseaux de chaleur. Mais vous avez pris aussi ce virage. Alors, effectivement, on disait tout à l'heure, historiquement, on s'est développé essentiellement sur l'outre-mer et l'individuel. Depuis 2-3 ans, on se tourne, on cherche à développer les applications plus importantes, plus professionnelles. On a repris d'ailleurs une entreprise belge spécialisée
spécialisé, c'est notamment la photo de droite avec le conteneur qui s'appelle Sunoptimo, spécialisé dans ce genre d'installation solaire thermique pour les applications professionnelles. Typiquement l'élevage, l'industrie agroalimentaire, etc. Et ça se passe comment pour vous là, sur ce segment, justement? Parce que là, c'est nouveau. Alors, oui, ça se met en place. Il y a des projets, mais c'est vrai que les cycles de vente sont longs. Par exemple, l'année prochaine, en milieu d'année, on va réaliser, grâce à Sunoptimo, réaliser une belle installation sur l'usine de Enaf, les pâtés Enaf en Bretagne. 500 mètres carrés de panneaux, donc c'est une belle opération pour leur process industriel. Quand l'installation sera finie, grosso modo, le projet aura duré 4 ans. Entre les premières prises de contact et l'installation, c'est 4 ans. C'est très très long et c'est très difficile. La moindre installation de 100 ou 200 mètres carrés pour des applications professionnelles, il faut compter, c'est plutôt 2 ans, 2 voire 3. Donc une bonne trésorerie est nécessaire. Et c'est surtout qu'il faut avoir, ou alors tout un panel de projets qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Mais bon, tout ça, c'est très théorique. En pratique, oui, c'est compliqué de faire le grand écart. Obligé de se diversifier et d'avoir une autre activité en parallèle pour assurer le quotidien quelque part, pour pouvoir continuer à travailler sur ce genre de projets qui sont des beaux projets avec des beaux résultats. Claire disait, même avec des productions au-delà de ce qui est prévu, des rendements formidables. Mais voilà, très très compliqué à sortir. Merci à vous. On va revenir sur ces questions-là. Donc juste pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps, vous avez un QR code là, qui s'affiche juste à côté de l'image. Vous pouvez le scanner, même en zoomant dessus, ça passe. Et vous pouvez vous poser vos questions. Et moi, je les reçois sur cette tablette ici pour ensuite le partager avec nos intervenants. Donc je passe la parole à Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Alors Richard, comment va la filière française, j'allais dire, est-elle prête à réaccélérer finalement avec ce plan solaire ambitieux? Est-ce que ça veut dire que les professionnels du solaire ont trouvé d'ailleurs la clé pour toucher les décideurs de l'État, puisqu'on attend que ce tampon PPE, ou est-ce qu'il reste encore des obstacles à dégripper avant de transformer des objectifs qui sont, on va dire, assez mirobolants en réalité? Bonjour à toutes et tous. Donc, comment la filière est résiliente? Je pense qu'on a touché le fond de la piscine, enfin pour le moins je l'espère, pour rejoindre la croissance. On est tombé vraiment particulièrement bas, à la fois en cumulant la baisse du marché dans les territoires d'outre-mer, qui est le premier marché en volume, en mètres carrés installés, qui est supérieur à la métropole, il faut quand même se rendre compte. Oui, on ne le voit pas ça, nous, ici, de Montpellier, effectivement, on n'a pas cette vision. C'est loin d'ici. Et puis, on avait un marché également solaire thermique en métropole qui, enfin dans le résidentiel, mais le collectif, aujourd'hui, patinait un peu, a été chahuté par les dispositifs de MaPrimeRénov', il y en a plus. Enfin, voilà. La problématique de disponibilité des fonds au niveau du fonds chaleur. Aujourd'hui, au niveau du fonds chaleur, globalement, il y a besoin d'1,5 milliard pour financer les projets qui sont dans le pipe, pas que solaire. Oui, tout compris. Ensemble de chaleur renouvelable et de récupération. Thomas. Et si on voulait suivre la feuille de route PPE chaleur renouvelable, il nous faudrait 2,5 milliards. Juste pour rétablir un peu. Mais c'est dans l'ordre de grandeur de ce qu'on finance par rapport à l'électricité renouvelable. Aujourd'hui, on additionne des gigawatts de photovoltaïque, des gigawatts d'éolien, et on a une clé pour pouvoir les financer. Donc, le premier point pour moi, pour qu'on puisse redévelopper la chaleur renouvelable et solaire en particulier, c'est de se dire que tout n'est pas soluble dans l'électrification. Je dis souvent que dans le photon, tout est bon pour faire transition la calorie et l'électron. Ça, c'est pour mes collègues d'Enaf. Mais il ne faut pas oublier la calorie. Et aujourd'hui, dans l'iceberg énergétique de notre mix français, on a un gros un quart, c'est de l'électricité, sur lequel on se bataille, on s'en peigne. Est-ce qu'il faut du nucléaire, du renouvelable et combien et patin couffin. Il y a la moitié, c'est de la chaleur et c'est du gaz. Principalement, c'est fossile, ça vient du Qatar, ça venait de la Russie. Les États-Unis aujourd'hui. Ça vient déjà des États-Unis. Oui. Et puis, il y a 30%, c'est le transport. Et aujourd'hui, si on ne s'attaque pas à ce cœur de meule qui est les 50% de gaz, qui en partie va être électrifié. Je dirais, on ne va pas faire que de la chaleur solaire, on aura des pompes à chaleur qui vont contribuer à électrifier. Mais on ne va pas faire que électrifier
pour pouvoir décarboner la chaleur. Et là-dessus, la chaleur renouvelable, solaire thermique avec du bois, solaire thermique avec de la géothermie, même pack solaire. Aujourd'hui, on n'a pas à lambiner pendant que le marché stagnait. Il y a eu des innovations qui ont été développées, des packs solaires notamment qui sont intégrés dans le fond chaleur aujourd'hui pour profiter d'une chaleur basse température, à moins de 40 degrés, et avoir une coefficient de performance au niveau d'une pompe à chaleur qui est premium. Alors peut-être ici, je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus de ce que vous dites, Richard, mais j'allais dire, bon, on a vu le tampon ADEME, mais aussi DGEC, donc c'est l'État, hein, Direction Générale Énergie-Climat. Ça coince où? C'est Bercy? C'est où que c'est pas entendu, ça, ces arguments? Après, on a DGEC, mais on n'est pas au dernier étage de la DGEC. Donc, il y a des étages, ok. Oui, non, mais, c'est pour les connaisseurs. Et si vous avez regardé les débats aujourd'hui, il n'y en a que pour l'électrification. L'électrification, oui, mais c'est insuffisant. Enfin, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui et réfléchir au bon usage. C'est quoi mon besoin? Aujourd'hui, une clinique qui se chauffe et qui fait son eau chaude sanitaire avec une chaudière à gaz, vous pouvez lui mettre des ombrières photovoltaïques sur tout son parking. Ça ne va pas décarboner cette clinique. L'intérêt, c'est réfléchir, c'est quoi mon besoin? Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai en face comme solution? Et j'ai un panel de solutions techniques à pouvoir mettre en œuvre. Le solaire combiné à d'autres solutions. Donc aujourd'hui, oui, on a réussi à discuter avec l'État. On attend la PPE. Dans la PPE, il y a un plan national pour le solaire thermique qui est prévu pour atteindre les objectifs. Je suis un vieux de la vieille parce que j'ai un peu grisonné. Dans les précédentes PPI, on visait 1 million de mètres carrés par an à l'horizon 2020. On ne les a jamais atteints. Ça n'a jamais fait bouger quoi que ce soit. Donc les objectifs, c'est souvent un plafond et pas un plancher. Néanmoins, on peut se réjouir aujourd'hui. Il y a cette mobilisation de l'ADEME qui est important. L'ADEME, c'est des contrats de chaleur renouvelables territoriaux. C'est des dizaines de personnes dans l'ensemble des départements qui vont œuvrer, qui vont aller taper à la porte, faire des études de diagnostic, d'opportunité pour pouvoir générer des projets. Et ça paye au sens où aujourd'hui, on a une réémergence de projets au niveau du collectif, qui ne sont pas des grands projets, hein, c'est 10 kW, 20 kW, 30 kW, qui une agro-industrie, qui un logement social, qui un EHPAD. Voilà. Et aujourd'hui, face à ça, nous, en tant que filière, on doit redévelopper l'offre. C'est ça. Parce qu'en fait, on était tombé tellement bas qu'il y avait quasiment plus d'installateurs, notamment au niveau du collectif. Et je vais vous dire, hier, j'étais sur le stand. Il y a 3 nouveaux installateurs solaires thermiques collectifs qui sont passés, qui ont réussi leur formation. C'est plus 15% parce qu'aujourd'hui, on n'en a que 20. Donc 3 d'un coup. On parle à l'échelle nationale, là. Oui, mais on est bien d'accord. Hein. Les escaliers se montent par le bas, marche à marche. Donc aujourd'hui, c'est en convainquant qu'il y a un marché qui se relance partout dans l'ensemble des départements, que ce soit en Pays de Loire, en Bretagne, en Aura, en PACA, en Occitanie. Partout, il y a des gens qui sont à l'œuvre pour redémarrer des projets. Il y a des professionnels qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas démérité et qui sont là pour réaliser ces projets. Mais voilà, on a besoin de cette compétition, cette émulation pour qu'il y ait plus d'offres. Qui dit plus d'offres dit plus de compétitivité, dit moins cher et donc plus de clients satisfaits. Et besoin d'inventer de nouvelles formules. Et là-dessus, l'ADEME nous aide. C'est aujourd'hui de pouvoir vendre ou louer des installations de solaire thermique. Parce que le CAPEX, aujourd'hui, demander à un EHPAD de mettre 50 ou 70 000 euros sur la table pour avoir son installation solaire, c'est de l'argent qui est immobilisé. Mais si demain, en fait, pour le prix de sa facture de gaz, il avait des calories solaires, il ne dirait pas non. Donc c'est à nous aussi de réinventer l'offre côté professionnel. C'est ce qu'a réussi à faire le photovoltaïque, donc on peut s'en inspirer. Voilà, je ne suis pas contre l'électrification, hein, je suis pour l'électricité solaire. Pour la diversité. Et qu'on s'inspire des bonnes solutions, la des bonnes biodiversité pratiques énergétique. qui sont mises en œuvre. Ok. Merci à vous, Richard. Donc, on va se tourner maintenant vers vous, Franck Villa. Voilà, vous êtes la 3e génération d'agriculteurs à, je vais essayer de bien le dire, Palau del Vidre. C'est correct? Donc, près de Perpignan. Hein, vous êtes dans le maraîchage, une activité qui nécessite des serres. Et vous en avez beaucoup, des serres. Exactement 55 000 mètres carrés. Il manque un zéro. 550 000. Oui, 55 hectares. Je me suis trompé d'un coefficient de 10, pardon. Donc effectivement, c'est très 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 important. Il y a des serres que vous devez chauffer sur certaines périodes pour coller à la demande de tomates, de concombres ou de courgettes. Et depuis bientôt un an, une partie de ce chauffage est assurée par une centrale solaire thermique
qu'on voit là à l'image. Donc on voit les serres, on voit c'est les Albert hein, derrière, je pense. Oui, c'est ça. Oui, Ok, c'est j'ai ça. pas tout faux, c'est bien. Et donc on est sur une centrale de 5 mégawatts, 5900 mètres carrés, j'ai bon là, Oui. 5000 de capteurs, avec un système original de tracking, vous allez peut-être nous en parler aussi, 2,6 millions d'euros d'investissement, allégé par une aide du fonds chaleur de l'ADEME quasiment sur la moitié de cette somme. Quel a été l'élément déclencheur dans la décision d'investir dans cette centrale thermique? Alors, pour pas vous cacher, au départ, c'était une contrainte. Sur l'exploitation là, que vous voyez à l'image, c'est une exploitation historique qui date des années 70, qu'on a fait évoluer avec le temps et qui a été intégralement rénovée depuis 2015. Il y a 5 hectares et demi de serres double paroi en agriculture biologique où on cultive des tomates, concombres et courgettes en sol vivant. Et en 2019, il y a eu la contrainte du GNAB. Le GNAB, C'est l'agriculture biologique, quoi, le label. Voilà, Ouais. l'administration qui régit la réglementation du bio et qui voulait encadrer le mode de production en agriculture biologique pour les serres chauffées. Et donc qui avait imposé 2 règles, la période de commercialisation du 1er mai à décembre et la conversion des moyens de chauffage vers des systèmes ENR. Donc l'élément déclencheur, il est vrai, est parti de là. Et après, rapidement, on embraye. Vous aviez déjà donc une partie renouvelable hein, sur Oui, le tout à chauffage. fait. Il y a tout un historique hein, finalement Oui. dans votre exploitation. Oui, effectivement, au niveau du groupe, il y a une volonté de ne pas être centré sur une énergie, d'avoir un mix énergétique sur nos installations. Et on a un parcours qui est lointain, avec des cogénérations dans les années 2000. Dès 2008, on a fait de l'énergie fatale couplée à des systèmes d'incinérateurs. Pour ça, il a fallu migrer vers ces gisements, donc déplacer l'exploitation et les construire sur ce nouveau modèle. 2010, on a pris le virage du photovoltaïque, où on a fait, en quelques chiffres, aujourd'hui on a 100 MW installés dans différentes applications agricoles, toujours avec caractère agricole. On a 43 MW installés de cogénération sur l'ensemble de nos exploitations, donc on a une dizaine d'exploitations. Et pour nous, c'est essentiel d'avoir ce mix énergétique. Et donc sur la partie solaire thermique, qu'est-ce qui vous a... J'ai dit élément déclencheur, vous l'avez dit, c'est la contrainte. J'ai cru comprendre qu'il y avait un bureau d'études qu'on connaît bien sur le solaire thermique et photovoltaïque qui s'appelle Texol, qui est pas très loin. Exactement. J'ai cru comprendre que ça avait joué aussi, Oui. avait pesé dans la balance. Bon, il y a du coup le fait d'avoir pris le virage photovoltaïque grâce aussi à cette proximité avec le bureau d'études Texol, on est monté en compétences. Et évidemment, dès qu'est apparue cette contrainte, on s'est tourné vers le bureau d'études Texol, qui nous a permis d'avoir confiance dans cette technologie-là et de partir dans ce projet. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. On était en 2019 dans l'ancien monde. Et à cette époque-là, les premières projections, on devait dépenser plus de 33 € du mégawatt-heure. Pour nous, c'est considérable. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude, même pour les énergies fatales, quand on va aller faire un deal avec un incinérateur ou un autre industriel, on discute pour nous à moins de 10 € du mégawattheure, sinon on n'y va pas. Donc là, c'était de dire, ok, pour nous c'est essentiel, on avait cette vision que ça allait évoluer, et pour le groupe c'était important de réaliser ce genre de projet. Le choix technique après, donc effectivement, quand on rentre dans le concret, on fait les premières projections. On est au sud de la France, au sud de Perpignan, à Palot-Delvidre. Donc on a un profil de chaleur qui amène des contraintes puisqu'on a des besoins qui sont relativement faibles pendant l'été.
Et donc il y avait une nécessité à double titre de faire ça avec des trackers, puisque l'été il faut détraquer, puisqu'on n'a pas besoin de la fourniture de chaleur. Et au contraire, au printemps et à l'automne, il faut optimiser le gisement. Donc le tracker était essentiel dans la démarche. Donc voilà, on part de cette idée, on travaille avec le bureau d'études, des projections, on rencontre des fournisseurs et voilà, on monte en compétences, on échange. Et donc de l'ancien monde, on rentre dans le nouveau monde. Donc il y a eu l'augmentation de toutes les matières premières. Donc ça nous a pénalisé énormément. Voilà, les taux d'intérêt qui ont aussi monté, qui ont pénalisé le projet. Et c'est pour ça qu'on a tardé avant de le sortir. Il a fallu trouver des nouvelles versions pour optimiser. Et donc voilà, donc c'est la version finale aujourd'hui. Et là, ça fait 9 mois donc, que c'est en fonctionnement. Petit retour d'expérience là, en termes de fonctionnement purement. C'est vrai qu'on est très satisfait. Je suis quand même assez étonné parce qu'avec tout ce qu'on avait entendu dire par rapport aux autres systèmes, moi j'aime bien le comparer à une chaudière gaz. Une chaudière gaz, c'est 50 mètres carrés, on appuie et ça marche, on le module comme on veut. Donc là, c'est quasi sur 1 hectare 100. Mais non, c'est fiable. En fait, c'est relativement simple, même si ça paraît. C'est voilà, des panneaux, des capteurs où on fait circuler un fluide qui vont se réchauffer et qu'on vient récupérer grâce à un échangeur, qu'on vient stocker dans un élément essentiel dans nos architectures de réseau, l'open buffer ou le grand cumulus là, que vous voyez. Sur la gauche. C'est essentiel dans le schéma. Donc voilà, ça fonctionne très bien, on est très satisfait. Et les trackers, voilà, franchement, l'algorithme qui les fait fonctionner est vraiment bien, c'est-à-dire qu'il va vraiment optimiser le productible. Temps de retour sur investissement, si on doit parler comme ça. Temps de retour sur investissement, ça dépend à ce qu'on le compare, c'est-à-dire quelle molécule? Est-ce qu'on parle de gaz? Est-ce qu'on parle de bois énergie? La chaleur de référence, si c'est gaz ou pas gaz, donc si ça augmente ou si ça baisse. Voilà, c'est plus ou moins 12 ans. Si le gaz il est haut, c'est moins. Si le gaz est plutôt bas. 12 ans, c'est assez long pour. Si c'était un industriel, ça serait trop long, parce que je crois que les industriels, c'est plutôt du 5 ans qu'il leur faut. Là, pour un agriculteur, ça passe. Moi aussi, je prendrais 5 ans, il n'y a pas de souci. Mais non, il y a 2 éléments par rapport à ça. C'est on est un groupe familial, on s'inscrit dans la durée. Effectivement, nos outils de production coûtent très cher. Donc on les amortit sur une durée longue. Les serres aujourd'hui, bon pas celle-ci, mais les serres sur lesquelles on croit, elles coûtent 2 millions d'euros l'hectare. Donc vous en avez dit, ça fait un billet de 20 millions. Et donc voilà, investir dans ce genre d'installation, pour nous, voilà, c'est dans la durée. Oui. C'est pas à court terme. Merci Franck. Nous allons passer à la partie table ouverte. Donc je le rappelle, pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, il y a un QR code qui s'affiche à côté. Donc vous pouvez poser vos questions aussi au fil de la discussion. Et moi je les reçois sur cette tablette. Là il y a une petite remarque là, que je vais intégrer de la part de quelqu'un de Bois Énergie 66, Grégory Zabala. Il est où Grégory? Bonjour Grégory. Il y avait une petite question justement sur le terme d'accompagnement de votre part, Grégory. Non, mais je le reprends directement comme ça. C'était plus un ajout, vous disiez, qu'une question sur la nécessité de l'accompagnement territorial. Donc du coup, moi j'ai directement la liaison avec l'ADEME, on va en profiter parce que ça c'est un point qui est crucial effectivement. C'est donc dans le cas de Franck Villa, on a bien compris qu'il y avait la présence du bureau d'études Texol qui est un référent en la matière et qui est à côté et qui est un tiers de confiance. On n'a pas forcément ça sous la main ailleurs et là il y a un boulot territorial très important pour vous au niveau de l'ADEME. Oui, pour nous c'est primordial et ça tombe plutôt bien parce qu'avant d'être référente sur le solaire thermique, j'ai moi-même à un moment été référente sur les contrats chaleur renouvelable. Donc c'est un dispositif auquel je crois beaucoup et peut-être qu'on peut passer la slide parce que ça illustre bien la nécessité d'accompagnement. En fait,
Le solaire thermique, c'est une solution qui est complètement méconnue et on a besoin d'avoir de l'ingénierie, des acteurs qui sont capables d'accompagner les porteurs de projets pour les faire, pour leur apporter un projet clé en main, leur faciliter les démarches et faire sortir les projets. Donc la slide que je montre, c'est ce qu'on essaye de développer dans le cadre de la feuille de route, c'est de faire de l'essaimage. Qu'est-ce que c'est l'essaimage? On travaille avec une filière et on ci de développer avec les acteurs de la filière le solaire thermique adapté à leurs problématiques. Et on voit dans l'exemple ci-dessous que en Pays de la Loire, ils ont choisi de travailler sur la filière des centres de santé. Donc, la partie en bleu foncé un peu à gauche, 142 installations. La MAPES là, en haut à gauche, il y a eu un acte. C'est le contraire. Il y a eu financement d'ingénierie au niveau de cet organisme-là pour accompagner les porteurs de projets dans leur démarche pour mettre du solaire thermique. On voit le résultat, donc c'est ce que vous disiez en bas. Au milieu, 142 installations sur la filière santé en Pays de la Loire. On voit en comparatif en Bretagne qu'on est à 45. Donc il y a des installations, mais dans un nombre beaucoup plus restreint. Et par contre, en Bretagne, il y a eu des démarches concernant les éleveurs et concernant l'hôtellerie de plein air. Et on voit par contre qu'il y a eu un développement du coup important des installations solaires dans les campings en Bretagne et dans les élevages, que ce soit élevage de veaux et élevage laitier. Donc voilà, on a vraiment besoin de cette ingénierie dans les territoires pour accompagner les porteurs de projets, pour leur faciliter les réalisations et pour s'assurer que les installations fonctionnent correctement également derrière. C'est un point très très important. Est-ce qu'on peut imaginer une généralisation à l'échelle française de ce type de fonctionnement? Est-ce que ça c'est vraiment dans les cartons pour l'an prochain, l'année suivante? Alors pour préciser, en ce qui concerne les contrats chaleur renouvelable, ça c'est déjà généralisé à l'échelle française. Il y en a quasiment partout en France. Et ça, c'est des accompagnateurs qui sont capables d'accompagner tout type de projet sur toute la chaleur renouvelable. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être là pour développer uniquement du solaire thermique. Ils vont être là pour accompagner. Vous avez une problématique. Quelle est la solution qui répond le mieux à votre problématique en termes de chaleur renouvelable? Donc vraiment, c'est des personnes compétentes sur les terrains. Je vous invite vraiment, sur le site de l'ADEME, dans les contacts, vous pouvez trouver le contact de votre département. Donc vraiment, si vous avez un projet, je vous invite à vous rapprocher de ces structures. Ensuite, dans le cadre de la feuille de route solaire thermique, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à mettre de l'ingénierie complémentaire sur des sujets particuliers dont on croit qu'ils peuvent se développer et dont l'expérience Bretagne-Pays de la Loire nous montre que ça facilite la mise en œuvre des projets. Donc, on est clairement, on a des échanges actuellement avec l'Union des hôtelleries de plein air et on va avoir des démarches qui vont se généraliser un peu partout en France. Voilà, on a vraiment cette démarche de dire voilà ce qui s'est fait sur une région, comment ça a marché, on prend le retour d'expérience, on le valorise ailleurs pour avoir la même démarche dans d'autres régions. Par rapport à l'exemple aussi de Franck, à côté de Perpignan, donc peut-être question plus pour vous, Richard, l'importance des bureaux d'études. Est-ce qu'on n'a pas perdu ce type de prescripteur? Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui quand on parle de réseau de chaleur, des choses vraiment quand même assez d'ampleur, pour répondre à ça? Alors, bureaux d'études, aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de bureaux d'études qui sont qualifiés au PQUBI dans le domaine du solaire thermique. Donc on répond, c'est bon, on y est. Il y a déjà une offre. Alors, je ne dis pas qu'elle sera suffisante par rapport à la montée en puissance si on doit faire 1 gigawatt par an, mais néanmoins, il y a déjà de quoi construire. Aujourd'hui, notre déficit, il est sur l'installateur. Clairement, aujourd'hui, pour trouver des installateurs de solaire thermique collectif qui vont aller mettre dans le logement social, dans l'hôtellerie de plein air, etc., on a besoin d'installateurs compétents, qualifiés. On a besoin de mainteneurs,
parce que l'installation du solaire thermique, c'est bien à la mise en service. Il faut s'assurer que ça fonctionne dans le temps. Il faut mesurer les performances et il faut intervenir en tant qu'exploitant mainteneur. Donc aujourd'hui, on a un vrai effort et dans le plan national solaire thermique, on doit faire aboutir une qualification, une certification pour l'exploitation maintenance. Donc, au niveau prescripteur, il n'y en a jamais assez, mais il y en a déjà, un peu plus d'une centaine. Aujourd'hui, on a besoin de ces prescripteurs d'installateurs, parce que l'installateur, c'est aussi lui qui est au contact avec l'hôtel et qui va entretenir sa chaudière et qui peut lui dire on a le décret éco-tertiaire, monsieur. D'ici à 2030, vous devez baisser vos consommations énergétiques de 40%. Sinon, on va risquer la sanction. Donc aujourd'hui, c'est quoi votre consommation? L'eau chaude et le chauffage, c'est une grande part. J'ai une solution qui est le solaire thermique aujourd'hui, qui va pouvoir couvrir 30, 40, 50% de vos besoins de chauffage et d'eau chaude avec du solaire thermique. Donc voilà, c'est à envisager. Alors l'autre enseignement, peut-être, c'est le côté, on va dire, industrie. D'ailleurs, il y a une question là-dessus, peut-être que je la poserai à vous deux. On peut la poser tout de suite, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des ambitions de développer des projets pour l'industrie avec des panneaux à haute température? Alors, Richard, Pierre, Thierry. Alors ça dépend de ce qu'on appelle haute température. Là, notre domaine, notre segment, c'est ce qu'on peut appeler la basse température, c'est-à-dire jusqu'à 90 degrés maximum. Au-delà, c'est une autre technologie, c'est des panneaux à concentration par exemple, mais les panneaux à haute température, il faut un peu définir de quoi on parle. Là, je pense que sur la haute température, peut-être Claire, on peut avoir... Est-ce qu'il y a très peu de choses qui se passent là-dessus pour le moment, non? Il y a très peu de choses qui se passent là-dessus pour le moment, parce qu'il y a aussi très peu de demandes. On a des projets de solaire à concentration qui sont déposés actuellement. Nous, on en accompagne quelques-uns pour le moment. On n'a pas encore réussi à transformer l'essai. On sait qu'il y a des installations qui fonctionnent bien, à la fois en Espagne, en Belgique même. Donc on sait qu'il peut y avoir des choses pertinentes. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore rentré dans une phase de généralisation. Si je me permets, juste sur la question des bureaux d'études, je rejoins Richard sur le fait qu'on a des bureaux d'études compétents. Par contre, en ce qui concerne les réseaux de chaleur, on a une habitude des prescripteurs des bureaux d'études à écarter le solaire thermique très rapidement. Soit il n'y a pas de surface disponible, soit les régimes de température ne sont pas compatibles. On ne réfléchit pas à se dire tiens, on pourrait peut-être baisser les régimes de température. Mais voilà, donc on a cette tendance à écarter très rapidement le sujet du solaire thermique. Donc on a une expérimentation qui est en cours là en Bretagne, Pays de la Loire, où ils vont faire des journées de sensibilisation des bureaux d'études. Et je suis contactée par plusieurs régions pour monter ce genre de choses un peu partout en France. Et voilà, il y a quand même un travail à faire sur les bureaux d'études qui travaillent sur les réseaux de chaleur. Et je pense que les bureaux d'études sont en train d'anticiper ENR Choix, qui est le fonds chaleur de l'ADEME, qui dit en premier on fait de la sobriété, de l'efficacité, ensuite on fait de la chaleur fatale et après les géothermies solaires, énergie et pompe à chaleur. Donc il y a une sorte de merit order. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas écarter les solutions qui sont dans le haut du merit order. Donc ça veut dire se former, et notamment les régimes de température, on n'a pas forcément besoin d'avoir des réseaux de chaleur qui fonctionnent à 80 degrés. Alors sur l'industrie, les panneaux donc à Perpignan, à côté de Perpignan, Palau del Vidre, sont de l'entreprise finlandaise Savo Solar qui, vous me l'avez appris, j'avoue, aurait stoppé ou suspendu sa production pour rester sur un volet conception, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un risque, Thierry Desmarais, notre petite industrie française parte comme ça, et notre industrie européenne, il y a quelques fabricants de grands capteurs, notamment par rapport au réseau de chaleur. Il y a aussi Green One Tech en Autriche. Vous aviez un projet, on en parle au passé, maintenant à Perpignan, à Montpellier, d'usines, donc de grands panneaux de solaire thermique. Ça semble évident vu les objectifs. Pourquoi ça ne s'est pas fait et est-ce que ça peut changer?
Alors, ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. La première, comme je disais tout à l'heure, c'est la volonté politique et le développement du marché. Quand je fais le parallèle avec, il n'y a pas forcément suffisamment d'installateurs formés pour aller réaliser ce genre de chantier. Les installateurs iront se former le jour où, effectivement, il y a une certaine Que le marché soit là, quoi, vraiment. dynamique et que le marché soit là et qu'il se lance. C'est une montée en compétences et une montée en régime, quoi. Tout doit se faire en parallèle. L'industrie, donc nous on avait effectivement un projet de nouvelle usine sur la métropole de Montpellier pour intégrer des étapes de fabrication qu'on ne réalise pas aujourd'hui chez nous puisqu'on importe des composants de graisse. Donc l'idée c'était déjà de faire d'incorporer, internaliser ces process d'une part et d'autre part de pouvoir aller commencer à fabriquer des grands capteurs en vue de ce développement d'installations industrielles, que ce soit pour les réseaux de chaleur, que ce soit pour les grosses applications industrielles. D'une part, on nous a coupé les ailes avec l'arrêt de la défiscalisation à l'outre-mer, qui était quand même notre cœur de métier jusqu'à présent. Deuxièmement, je commençais à dire tout à l'heure, le solaire thermique ne rentre pas dans le programme Industrie verte. Donc, aucun soutien, ou quasi aucun soutien pour lancer une entreprise, enfin une industrie de solaire thermique en France. Or, on n'est pas toujours en train de chercher des subventions à tout prix, hein, sauf qu'après, il faut regarder les choses en face. Quand on fait venir un capteur de graisse de Turquie ou de Chine, on paye, bon alors de Grèce ou de Turquie, c'est 0% puisque c'est l'Europe. Quand ça vient de Chine, on paye 2% de droits de douane à l'importation. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse lancer une industrie et être compétitif en France sans accompagnement? Surtout qu'en plus, bon, on sait que non seulement les Chinois peuvent fabriquer pour pas cher, mais en plus, ils sont subventionnés par leur État. Bon, c'est un grand débat, ok, mais quand on a appris tout ça, bon, le banquier il nous a dit, Monsieur Desmarais, on croit en vous et en votre projet, ok, mais regardez, on vous arrête la défisque à l'outre-mer, vous ne rentrez pas dans le champ des subventions pour votre construction de nouvelles usines. Quand vous installez, alors ça, ils ne le savaient pas forcément, mais je rajoute, quand on installe des panneaux solaires au sol, ben, on artificialise le sol, contrairement à des panneaux photovoltaïques qui n'artificialisent pas le sol. La loi ZAN, voilà. c'est toujours pas résolu. Bon, et puis, sur le côté du particulier, du résidentiel, en France, aujourd'hui, ça fonctionne avec de la prime rénov, qui en fait ne marche pas. Soyons très clairs. Et, bon, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de signaux négatifs qui font que nous, aujourd'hui, on s'est mis en repli, on essaye de résister déjà. Parce qu'il y avait une question sur quelqu'un qui demande comment vous faites pour tenir les 4 années de réalisation des projets. En gros, c'est voilà. très compliqué, oui. C'est très compliqué. Il y a encore, heureusement, une activité outre-mer qui est en train de se reconstruire après l'arrêt brutal de la défisque. C'est toujours pareil, hein, c'est au moment où la subvention s'arrête brutalement que ça met à plat le marché. Ensuite, le marché, il existe, donc il va se reconstruire. Il y a des besoins, c'est ça, il y a des besoins. Donc d'une manière ou d'une autre, ça va se reconstruire. Je voudrais faire aussi d'ailleurs un parallèle avec l'outre-mer et la différence de la dynamique qu'on a encore à l'outre-mer par rapport à la métropole. C'est bon, il y a un contexte qui est différent, ok, mais il y a surtout un contrat cadre. Je vais me répéter, mais tant pis, une volonté politique pour faire en sorte que le solaire thermique se développe correctement à l'outre-mer et pas forcément, on ne retrouve pas forcément la même chose en métropole. Le contrat cadre avec lequel les entreprises fonctionnent à l'outre-mer, c'est EDF qui le gère et ça marche très très bien. C'est d'une simplicité. Donc l'entreprise est qualifiée en amont, les produits sont vérifiés et qualifiés également. Une fois que tout ça est validé, un contrat d'objectif est signé avec l'entreprise et ça déroule. On pourrait s'en inspirer. On pourrait s'en inspirer, moi je pense. Alors, je sais que c'est juridiquement un peu compliqué à mettre en place, etc. Oui, mais on le fait à l'échelle de départements. Alors, c'est les départements, c'est pas les territoires d'outre-mer, mais c'est EDF qui porte ça. Et ça marche très très bien. Et le fait est que ça soutient vraiment une dynamique sur ces marchés-là. On aurait un fonctionnement comme ça sur ma prime rénov, enfin sur l'équivalent de ma prime rénov en métropole, ce serait différent. Hein. Il y aurait du chauffe-eau solaire qui s'installerait dans l'individuel. Sur le crédit d'impôt, justement, industrie verte,
qui est quand même un facteur. Donc on rappelle, le crédit d'impôt industrie verte, il est valable pour les industriels qui ont des projets sur le solaire photovoltaïque, sur les batteries, mais étonnamment, effectivement, alors qu'il y a en plus tous ces objectifs, pas sur le solaire thermique. Est-ce que ça va changer et jusqu'à quel point ça vous pénalise? Parce que vu de l'extérieur, on a du mal à comprendre le poids de tout ça. Alors, on va renouveau, dans le cadre du PLF 2026, redéposer des amendements. Projet de loi de finances. Projet de loi de finances. Parle sous encore. On l'avait fait l'année dernière, on n'a pas abouti. On va inlassablement redéposer ces amendements en espérant qu'ils s'aboutissent avec un plaidoyer. Aujourd'hui, on a une ambition nationale pour solaire thermique qui est à 10 TWh à l'horizon 2035. Globalement, ça veut dire installer 1 gigawatt par an. Et on a une industrie qui est encore là. Donc profitons d'inciter cette industrie à cranter par rapport à la rampe de l'ambition pour la soutenir. Et ça serait cohérent, je dirais, l'industrie du solaire thermique, c'est une industrie verte, elle mérite d'être reconnue comme telle. Il y a eu des chicayas au niveau de la DGE, au niveau du cabinet. Ils ont fait un peu les cons en nous disant le règlement européen ne le permet pas, alors que le règlement européen le permet. Ils n'en avaient pas envie. Franchement. En nous disant oui, mais en fait c'est peut-être les industries chinoises qui vont venir s'installer, ils vont faire le coucou et profiter du crédit d'impôt en France. Résultat, on va vraisemblablement avoir des industriels du photovoltaïque qui en a au moins un qui vise à s'installer en France, il va faire le vrai coucou. Voilà. On doit travailler avec équité. Je pense que le fait qu'il y ait une ambition au niveau de la PPE sur la chaleur solaire, le fait qu'on ait une industrie, l'industrie européenne est exportatrice. Je lisais qu'au niveau du récent rapport, que l'industrie française exporte a priori 170 millions d'euros par an d'équipements solaires thermiques. 2024, c'est des chiffres qui sont assez récents. Donc voilà, on peut en être fier d'avoir réussi cette ambition initiale. Il faut accompagner l'innovation. Je pense que c'est important aujourd'hui de se dire on n'a pas que le capteur vitré, on a certes le capteur vitré, on a le capteur non vitré, le cas échéant lié avec du PVT. Pourquoi pas demain avoir de la concentration si on veut aller taper sur des régimes de température à 200 à 400 degrés. Pourquoi pas du Fresnel. Aujourd'hui on a un panel de solutions, mais misons sur ce qui est déjà mature. Et ce qui est déjà mature, c'est du capteur plat, on peut faire de l'eau chaude à moins de 80 degrés. Ça, on sait parfaitement faire. Et n'attendons pas. Aujourd'hui, au niveau européen, on a plus de 40% de notre marché européen qui est fourni par l'industrie européenne. Et pour les règles de préférence européenne, il faudrait quasiment que les Chinois prennent le leadership sur le marché pour qu'à ce moment-là, on ait des barrières pour favoriser l'industrie européenne. C'est quelque chose qui est complètement fou. Ubuesque. Franck Villa, peut-être en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui? Vous disiez, voilà, moi, on est une entreprise familiale, on est une troisième génération d'agriculteurs, on s'inscrit dans la durée, donc des temps d'amortissement, d'investissement longs, mais ok, pour nous c'est normal, enfin voilà, on aimerait mieux, mais c'est normal. Qu'est-ce qui fait que ça ne se développe pas davantage chez vos collègues agriculteurs, par exemple, pour parler du milieu que vous connaissez, ou l'agroalimentaire? Vous n'êtes pas très loin non plus de ce secteur, évidemment. Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qu'il leur faut? C'est vrai que déjà, il faut du foncier à proximité de l'exploitation et un foncier qu'on va gréver pour une activité de chauffage thermique. Mais voilà, il y a ensuite le niveau d'investissement. Puisque avec les ENR, en règle générale, vous êtes sur des capex relativement élevés et des opex faibles, donc il y a quand même ce frein au départ. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a les systèmes grâce au Fonds Chaleur et l'ADEME pour aider ce genre de technologie à s'installer. Sinon, c'est vrai que le pas il serait encore plus dur à franchir. Et déjà dans le groupe, on a déjà une installation qui a été livrée en Corrèze chez un autre collègue. On fait partie de l'union des coopératives de Rougeline. Et, la marque de... Les paysans de Rougeline, voilà, on est les producteurs commerçants et on a une coopérative qui s'occupe de la logistique et la commercialisation de nos produits. Et en Corrèze, donc à Égletons, on a déjà une autre installation qui a été livrée et qui est couplée à un réseau de chaleur d'énergie fatale. Et il avait un besoin supplémentaire qu'il complète avec cette installation-là.
Donc il y a un petit effet d'essaimage là, pour reprendre le mot, qui est timide parce que... Et voilà, le fait d'avoir effectivement des installations qui commencent à se réaliser, on a de nombreuses visites et effectivement ça rassure puisqu'il y avait quand même de l'inquiétude. Moi au départ quand on s'est lancé, on m'a dit tu ne devrais pas le faire, c'est pas fiable, tu auras une problématique notamment l'été, etc. Surchauffe, Le surchauffe. Voilà. Donc plus il y aura d'installations et il est certain que ça va rassurer les futurs projets. Donc il est presque 10h30, on a pris 5 minutes de retard au début. Je vous propose peut-être, on a les micros qui sont par là, s'il y en a qui veulent poser une question au micro, c'est le moment. Oui, allez, c'est parti. Je vais prendre ce micro, je vous le prends des mains, après je partagerai. Pouvez vous présenter? Voilà, merci. Donc je vous le rends du coup. Il marche? Oui, bonjour. Voilà, donc Solaire Pro, je vais être très rapide. Je suis installateur et je fais aujourd'hui beaucoup de maintenance. En fait, j'ai un portefeuille de 400, presque 500 clients en maintenance. Alors, 90% c'est du saisie et un petit peu en collectif. Alors, j'aurai une question vers l'ADEME tout à l'heure. Et simplement, c'est vrai qu'en saisie, la plupart du temps, vraiment à 90%, les gens sont vraiment contents. Et l'aspect communicant, je veux dire, là, on manque peut-être de retour, de faire parler ces personnes, leur dire que ça fonctionne. Parce qu'en fait, ensuite... sur l'aspect collectif, hier j'étais avec donc deux collègues là, en RGE Calisol collectif. Leur problème en fait c'était de se mettre en relation justement et d'être bien visible. Puisqu'aujourd'hui il y a aussi cet aspect-là. Et on ne va pas revenir en arrière, mais c'est dans les époques où le solaire est parti vers les années 2000. À ce moment-là, vous aviez justement beaucoup de communication. Et je voudrais savoir dans le volet communication, est-ce qu'on pourra parler justement Est-ce que c'est le retour du plan soleil? Voilà. Et pour finir, justement sur vraiment les aspects techniques qu'on ne va pas développer ici, mais quand même, vous avez en solaire, vous avez les fameux capteurs où on ne parle plus de surchauffe que fabrique entre autres Sirius. Sur une installation bien dimensionnée en collectif, ça tourne tout le temps et en fait, elle n'est jamais à l'arrêt. Et aussi, vous avez le système autovidangeable qui est vraiment, je pense, à vraiment mettre en avant. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, vous avez 25% des installations qui sont en autovidangeable. Et là aussi, on a d'ailleurs un fabricant français, Heliofrance, qui a un stand, ici. Voilà, et donc et pour finir, écoutez, j'espère que dans le solaire thermique, les gens qui, justement, la transition énergétique ne pourra que se faire qu'avec aussi des gens qui sont du métier de la main, comme on dit. Voilà. Donc la communication, qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est un volet hyper important et je pense que la communication, nous, elle passe par le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'essaimage. En fait, l'essaimage, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui fait référence. Moi, je connais particulièrement le cas de la Bretagne. On a un élevage qui a fait son installation. On fait des portes ouvertes sur cet élevage. On communique dans le public. Après... clairement, en solaire thermique, on n'a pas du tout cette culture de la communication. Prenez par exemple, si vous installez du solaire photovoltaïque aujourd'hui, automatiquement avec votre installation, vous avez un suivi à distance qui vous dit heure par heure ce que ça produit, exactement ce que vous avez. Et en solaire thermique, aujourd'hui, on n'a pas ça. Enfin, on n'a pas cette habitude. Donc, ça fait partie aussi des points de la feuille de route d'améliorer le suivi, de savoir exactement ce que produit votre installation. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'installations qui ont été mises en service sur la période 2009-2012 qui n'ont jamais fait l'objet d'un seul suivi. On a des installations, et il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'on soit capable de dire on a des installations qui n'ont jamais fonctionné et dont on n'a jamais su que ça ne fonctionnait pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas possible. Il faut que toutes les installations soient suivies, qu'on puisse être alerté tout de suite pour savoir si elles fonctionnent, si elles ne fonctionnent pas, et qu'on puisse intervenir rapidement. Parce qu'en fait, vous avez toujours un appoint qui prend le relais si l'installation ne fonctionne pas. Donc, si l'installation ne fonctionne pas, vous ne le voyez pas. Alors, on n'a pas cette problématique sur les grandes installations, parce qu'il y a quand même des enjeux économiques derrière qui sont très importants. Donc là, les gens suivent et ça fonctionne bien. On peut penser que l'installation de Franck Villa, par exemple, est extrêmement suivie. On a Elle même parlé de pilotage avec l'IA, etc. Donc là, on est vraiment sur un autre monde. Moi, je rebondis quand même pour repréciser. C'est vrai qu'en termes de communication,
on pense au grand public. Hein. Là, on est vraiment sur le côté grand public. Voilà, pour ça, je faisais référence au plan soleil, etc. Est-ce que ça veut dire, je le repositionne différemment, est-ce qu'on fait une croix sur le chauffe-eau solaire individuel finalement qui s'est fait complètement manger par la communication, notamment pompe à chaleur. Donc on va revenir sur ce côté électrification avec les chauffe-eau thermodynamiques. Est-ce qu'on fait une croix là-dessus? Je pose la question de façon un peu abrupte. Alors moi je vais répondre, je suis l'heureuse propriétaire d'un chauffe-eau solaire individuel et je peux vous dire que j'en suis très contente. Et j'ai aussi du photovoltaïque sur mon toit, mais c'est pas la même application. En fait, il faut que les énergies renouvelables soient positionnées chacune pour ce qu'elles ont de meilleur en fait. On est d'accord, mais je pose la question en termes de en termes de filière au niveau national. Est-ce que ce côté-là on a lâché, on va se focaliser sur le collectif, sur les grosses installations avec des réseaux urbains, etc. Je pense que ce qu'on a présenté tout à l'heure répond à la question. On ne peut pas lâcher si on veut atteindre les objectifs. On ne peut pas lâcher. Et en plus, c'est pertinent. Je pense que Thierry disait tout à l'heure que dans les DOM, EDF fait des conventions cadres et quelque part fait la prescription. Et il se trouve que là-bas, en fait, soit j'ai du solaire, soit j'ai de l'eau froide. Non, mais c'est clair, voilà, c'est ça comme répond ça aux besoins. Oui. Et si j'avais un cumulus électrique, ça coûterait une fortune en termes de... Nécessité fait loi, en quelque sorte. Juste une précision sur le coût. Vous avez une étude de l'ADEME sur le coût des énergies renouvelables qui démontre que le saisie sur la durée de vie de l'installation a un coût moindre que le cumulus électrique. On aurait pu y penser, mais également que le chauffe-eau thermodynamique, parce qu'en fait, il a une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc, sur la durée de vie de l'installation, il est compétitif par rapport à du chauffe-eau thermodynamique. Là où ça rejoint la communication. Qui le sait? La communication, l'année prochaine, l'ADEME est à la diète. Hein. L'agence a été stop, il n'y a plus de budget. Ouais, il a parlé pour vous. Voilà. On a un acteur aujourd'hui qui est en train de se réveiller, qui s'appelle GRDF, qui est le distributeur de gaz. Jusqu'à présent, pour sauver sa peau, il faisait la promotion des packs hybrides. On a une PAC et puis on a quand même une chaudière dedans. Et voilà. Aujourd'hui, il est en train de se dire un de mes enjeux, c'est le biogaz. Le biogaz, ça coûte plus cher que du gaz fossile. Et finalement, une des solutions pertinentes pour consommer moins de biogaz ou de gaz, c'est d'associer du solaire thermique et une chaudière gaz pour faire de l'eau chaude. Pourquoi pas pour contribuer aussi en partie aux besoins de chauffage. Parce que ne se limiter juste aux besoins d'eau chaude, si on a un grand ballon qui fait 4 ou 500 litres, on ajoute quelques mètres carrés supplémentaires, c'est du coût marginal pour pouvoir répondre à plus de besoins du client que son strict besoin d'eau chaude, tout en gérant la problématique de surchauffe. Donc voilà, il faut qu'on compte sur l'ensemble des forces. Et aujourd'hui, moi, dans les prescripteurs des solutions dans le résidentiel, tous ceux qui sont en maison individuelle, qui ont une chaudière, soit ils passent à la pompe à chaleur, et s'ils veulent garder leur chaudière, il va falloir mettre un peu de solaire thermique pour consommer moins de gaz. Le mot de la fin, peut-être pour vous, Claire. Même sur une pompe à chaleur, les COP sur l'ECS sont moindres que sur le chauffage parce qu'on est sur des régimes de température élevés. Donc même sur ces solutions-là, le solaire thermique est pertinent. Voilà. Donc vraiment, même d'un point de vue économique, le solaire thermique dans l'individuel, c'est pertinent. Merci pour ce mot de la fin. Merci à vous d'avoir été là. C'est trop tard, on va couper, donc je vous propose de voir directement peut-être avec nos intervenants qui sont là quelques minutes. Moi, je vais filer sur notre table ronde sur l'éolien en mer, autre sujet. Merci à vous quatre pour votre temps, pour ce retour d'expérience et à très bientôt pour parler solaire thermique. Au revoir.